Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains chefs-d'œuvre disparaissent tandis que des films médiocres deviennent des classiques? Un réalisateur de cette liste a failli être assassiné à cause du message politique de son film. Un autre a ruiné un studio entier avec une vision si ambitieuse que les dirigeants l'ont qualifié de suicide professionnel. Ces 15 trésors cinématographiques des années 1960 ne sont pas seulement bons, ce sont des films révolutionnaires qu'Hollywood a délibérément enterrés. Le Plongeon, 1968. Imaginez nager à travers les piscines de vos voisins et découvrir que toute votre vie est un mensonge. Burt Lancaster se déshabille et plonge profondément dans l'enfer suburbain dans ce voyage hallucinant à travers le rêve américain qui tourne mal. Le film commence simplement, un homme d'affaires prospère décide de rentrer chez lui en nageant à travers chaque piscine de son quartier aisé. À chaque plongeon, la façade de sa vie parfaite se fissure davantage. La physicalité de Lancaster est fascinante. Son corps devient un paysage de détérioration à mesure que les illusions de son personnage se défont. En coulisses, la production était un désastre. Le réalisateur Frank Perry a été renvoyé à mi-parcours, remplacé par Sidney Pollack, qui a retourné près de la moitié du film. Lancaster et la scénariste Eleanor Perry se seraient criés dessus quotidiennement, Lancaster qualifiant plus tard cela de « rôle le plus exigeant de ma carrière ». Les critiques l'ont rejeté comme des ordures prétentieuses en 68. Roger Ebert a plus tard inversé sa critique initiale négative, le qualifiant de « un film sur un homme qui confronte ses illusions et choisit de mourir plutôt que de vivre avec elles ». Il a fait un flop spectaculaire au box-office, presque ruiné la division de films d'art de Columbia Pictures. L'examen surréaliste de la fragilité masculine et du vide suburbain dans The Swimmer semble plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années 60. Des cinéastes modernes comme Paul Thomas Anderson et Ari Aster le citent comme une inspiration fondamentale. Ce n'est pas juste un film oublié. C'est une prophétie perdue sur l'auto-illusion américaine. Second, 1966. Un banquier d'âge moyen paie une société obscure pour simuler sa mort, transformer chirurgicalement son apparence et lui offrir un nouveau départ en tant qu'artiste séduisant. Cela ressemble à la liberté, n'est-ce pas? Faux. C'est le début d'un cauchemar. Rock Hudson livre la performance de sa carrière à des kilomètres de son image de comédie romantique, en tant qu'homme piégé dans la peau d'un étranger. La réalisation de John Frankenheimer est implacable, transformant des scènes quotidiennes en horreur claustrophobique. Ces séquences de fête sur la plage, tournées avec des lentilles déformantes qui font ressembler la réjouissance insouciante à un rituel de culte. La cinématographie de James Wong Howe, nommé aux Oscars, utilise des objectifs fisheye, des angles désorientants et un travail de caméra à main qui était révolutionnaire pour le cinéma grand public. La séquence d'ouverture de la transformation apparaît encore dans les manuels scolaires de cinéma comme un cours magistral d'horreur psychologique. Le studio a exigé une fin différente. Frankenheimer a refusé. Le résultat? Paramount l'a enterré. Le public à Cannes l'aurait hué. Et le film a disparu des salles en quelques semaines. Le réalisateur a dit plus tard « On m'a dit que je ne travaillerais plus jamais si je ne le changeais pas. Je suis fier de ne pas l'avoir fait. » Maintenant considéré comme le troisième volet de la trilogie de la paranoïa de Frankenheimer avec The Manchurian Candidate et 7 Days in May, Seggins pose des questions sur l'identité et l'authenticité qui semblent faites sur mesure pour notre ère des réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement un film sur le changement de visage, c'est sur l'impossibilité de s'échapper de soi-même. 3. Pétulia, 1968. Un médecin divorcé rencontre une mondaine mariée et excentrique qui annonce qu'elle a l'intention de coucher avec lui. Puis les choses deviennent étranges, vraiment bizarres. Le réalisateur Richard Lester fracture le temps, sautant entre passé, présent et futur sans avertissement, reflétant la désorientation de la contre-culture de San Francisco en 1968. Pétulia de Julie Christie n'est pas seulement excentrique, elle est blessée, désespérée et fuit un mariage abusif. Le chirurgien de George C. Scott est émotionnellement mort, vivant mécaniquement. Leur relation n'est pas romantique. Ce sont deux personnes qui se noient et s'accrochent brièvement l'une à l'autre. La technique de montage kaléidoscopique du film a influencé des générations de cinéastes. Nicolas Roeg l'aurait étudié image par image avant de réaliser Don't Look Now. Les performances de Big Brother and the Holding Company avec Janis Joplin et Grateful Dead n'étaient pas mises en scène. Lester a simplement filmé de vrais concerts, créant un hybride documentaire-fiction des décennies avant que cela ne devienne courant. Les critiques grand public l'ont démoli. Pauline Kael l'a appelé « un film de fragments ». Le département marketing ne savait pas comment le vendre, publiant des affiches qui suggéraient une comédie romantique. You record yours.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains chefs-d'œuvre disparaissent tandis que des films médiocres deviennent des classiques? Un réalisateur de cette liste a failli être assassiné à cause du message politique de son film. Un autre a ruiné un studio entier avec une vision si ambitieuse que les dirigeants l'ont qualifié de suicide professionnel. Ces 15 trésors cinématographiques des années 1960 ne sont pas seulement bons, ce sont des films révolutionnaires qu'Hollywood a délibérément enterrés. Le plongeon, 1968. Imaginez nager à travers les piscines de vos voisins et découvrir que toute votre vie est un mensonge. Burt Lancaster se déshabille et plonge profondément dans l'enfer suburbain dans ce voyage hallucinant à travers le rêve américain qui tourne mal. Le film commence simplement, un homme d'affaires prospère décide de rentrer chez lui en nageant à travers chaque piscine de son quartier aisé. À chaque plongeon, la façade de sa vie parfaite se fissure davantage. La physicalité de Lancaster est fascinante. Son corps devient un paysage de détérioration à mesure que les illusions de son personnage se défont. En coulisses, la production était un désastre. Le réalisateur Frank Perry a été renvoyé à mi-parcours, remplacé par Sidney Pollack, qui a retourné près de la moitié du film. Lancaster et la scénariste Eleanor Perry se seraient criés dessus quotidiennement, Lancaster qualifiant plus tard cela de « rôle le plus exigeant de ma carrière ». Les critiques l'ont rejeté comme des ordures prétentieuses en 68. Roger Ebert a plus tard inversé sa critique initiale négative, le qualifiant de « un film sur un homme qui confronte ses illusions et choisit de mourir plutôt que de vivre avec elles ». Il a fait un flop spectaculaire au box-office, presque ruiné la division de films d'art de Columbia Pictures. L'examen surréaliste de la fragilité masculine et du vide suburbain dans The Swimmer semble plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années 60. Des cinéastes modernes comme Paul Thomas Anderson et Ari Aster le citent comme une inspiration fondamentale. Ce n'est pas juste un film oublié. C'est une prophétie perdue sur l'auto-illusion américaine. Second, 1966. Un banquier d'âge moyen paie une société obscure pour simuler sa mort, transformer chirurgicalement son apparence et lui offrir un nouveau départ en tant qu'artiste séduisant. Cela ressemble à la liberté, n'est-ce pas? Faux. C'est le début d'un cauchemar. Rock Hudson livre la performance de sa carrière à des kilomètres de son image de comédie romantique, en tant qu'homme piégé dans la peau d'un étranger. La réalisation de John Frankenheimer est implacable, transformant des scènes quotidiennes en horreur claustrophobique. Ces séquences de fête sur la plage, tournées avec des lentilles déformantes qui font ressembler la réjouissance insouciante à un rituel de culte. La cinématographie de James Wong Howe, nommé aux Oscars, utilise des objectifs fisheye, des angles désorientants et un travail de caméra à main qui était révolutionnaire pour le cinéma grand public. La séquence d'ouverture de la transformation apparaît encore dans les manuels scolaires de cinéma comme un cours magistral d'horreur psychologique. Le studio a exigé une fin différente. Frankenheimer a refusé. Le résultat? Paramount l'a enterré. Le public à Cannes l'aurait hué. Et le film a disparu des salles en quelques semaines. Le réalisateur a dit plus tard « On m'a dit que je ne travaillerais plus jamais si je ne le changeais pas. Je suis fier de ne pas l'avoir fait. » Maintenant considéré comme le troisième volet de la trilogie de la paranoïa de Frankenheimer avec The Manchurian Candidate et 7 Days in May, Seggins pose des questions sur l'identité et l'authenticité qui semblent faites sur mesure pour notre ère des réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement un film sur le changement de visage, c'est sur l'impossibilité de s'échapper de soi-même. 3. Pétulia, 1968. Un médecin divorcé rencontre une mondaine mariée et excentrique qui annonce qu'elle a l'intention de coucher avec lui. Puis les choses deviennent étranges, vraiment bizarres. Le réalisateur Richard Lester fracture le temps, sautant entre passé, présent et futur sans avertissement, reflétant la désorientation de la contre-culture de San Francisco en 1968. Pétulia de Julie Christie n'est pas seulement excentrique, elle est blessée, désespérée et fuit un mariage abusif. Le chirurgien de George C. Scott est émotionnellement mort, vivant mécaniquement. Leur relation n'est pas romantique. Ce sont deux personnes qui se noient et s'accrochent brièvement l'une à l'autre. La technique de montage kaléidoscopique du film a influencé des générations de cinéastes. Nicolas Roeg l'aurait étudié image par image avant de réaliser Don't Look Now. Les performances de Big Brother and the Holding Company avec Janis Joplin et Grateful Dead n'étaient pas mises en scène. Lester a simplement filmé de vrais concerts, créant un hybride documentaire-fiction des décennies avant que cela ne devienne courant. Les critiques grand public l'ont démoli. Pauline Kael l'a appelé « un film de fragments ». Le département marketing ne savait pas comment le vendre, publiant des affiches qui suggéraient une comédie romantique. You record yours.
La relation triangulaire était trop pour le grand public. Les critiques ont reconnu son génie, mais l'ont trouvé profondément inconfortable. Il a raflé les British Academy Awards, mais a été à peine diffusé en Amérique. Fox a été tellement perturbé par son rôle qu'il a souffert d'une dépression nerveuse après le tournage, se retirant de la comédie pendant près d'une décennie. The Servant montre comment le pouvoir n'est pas pris par la force. Il est abandonné à travers 1000 petits compromis. Son examen de la lutte des classes, de la manipulation psychologique et de l'identité a influencé tout, de Parasite à The Talented Mr. Ripley. Ce n'est pas seulement un film sur un domestique qui prend le contrôle, c'est sur la facilité avec laquelle nous devenons serviteurs de nos propres désirs. 7. Visage, 1968. Un homme d'affaires d'âge moyen dit à sa femme qu'il veut divorcer. Ce qui suit est l'examen le plus douloureux du cinéma sur l'effondrement d'un mariage, filmé avec l'intensité brute d'une caméra de surveillance. John Cassavetes a hypothéqué sa maison pour financer ce film indépendant révolutionnaire. En utilisant des caméras de 16 mm, un éclairage naturel et des acteurs non professionnels aux côtés de professionnels, il a créé quelque chose qui ressemblait moins à un film et plus à de l'espionnage sur les moments privés de vraies personnes. La caméra ne se contente pas d'observer, elle s'immisce, capturant chaque sursaut, chaque faux sourire, chaque moment de vulnérabilité dû à l'ivresse. Gena Rowlands et John Marley offrent des performances d'une honnêteté émotionnelle si nue que regarder donne presque l'impression d'être voyeur. La scène infâme de 18 minutes où des personnes d'âge moyen dansent, boivent et flirtent désespérément n'était pas scénarisée. Cassavetes a simplement rassemblé de vraies personnes dans une maison et laissé les caméras tourner pendant des heures jusqu'à ce que les défenses tombent. Les dirigeants de Hollywood auraient quitté les projections, qualifiant cela de « déchet amateur ». Un chef de studio aurait dit « Ce n'est pas un film, c'est une invasion de domicile ». Malgré cela, il a reçu 3 nominations aux Oscars, bien que l'Académie ait refusé de reconnaître les techniques de montage révolutionnaires de Cassavetes. Face a tout changé dans le cinéma indépendant américain. Son influence se retrouve dans les films de Scorsese à Linklater en passant par les frères Safdie. En dépouillant l'artifice hollywoodien et en refusant de détourner le regard de la laideur humaine, Cassavetes n'a pas seulement fait un film sur le mariage, il a forcé le public à confronter les aspects de performance de leur propre relation. 8. Shock Corridor, 1963. Un journaliste se fait interner dans un hôpital psychiatrique pour résoudre un meurtre. Super plan, non? Jusqu'à ce qu'il commence à devenir vraiment fou. Samuel Fuller, vétéran du journalisme devenu cinéaste, crée une descente hallucinatoire et sordide dans la folie. L'hôpital devient l'Amérique elle-même, avec des patients représentant les traumatismes enfouis de la nation. Racisme, peur nucléaire, lavage de cerveau et guerre. L'enquête des journalistes devient secondaire par rapport à la critique féroce de Fuller d'une société qui se rend folle. Le film présente certaines des images les plus frappantes des années 1960. Un couloir se remplit soudainement de patients nus lors d'une émeute. Une tempête à l'intérieur de l'hôpital fait pleuvoir dans les couloirs. Des séquences en couleur éclatent dans le film en noir et blanc. Des souvenirs du monde extérieur qui semblent plus surréalistes que l'asile lui-même. Fuller a tourné le film en seulement 10 jours, avec un budget très limité. La séquence de la tempête a été créée en utilisant des lances à incendie du studio. Lorsque le producteur s'est plaint que l'eau montante endommageait le matériel, Fuller aurait répondu « Le matériel séchera ». La folie? Non. Les critiques l'ont rejeté comme un film d'exploitation. Les censeurs ont exigé des coupes des scènes d'émeute. La représentation sans concession de Fuller du racisme au sein de l'hôpital, y compris un patient noir qui croit être un membre fondateur du KKK, a rendu la distribution dans les États du Sud presque impossible. Shock Corridor se demande si la folie est individuelle ou collective. Il suggère qu'enquêter sur la folie signifie risquer sa propre santé mentale. Martin Scorsese a dit plus tard, « Fuller ne faisait pas de distinction entre l'art et le journalisme. Il voulait juste vous frapper avec la vérité. » Ce n'est pas seulement un film sur un hôpital psychiatrique, c'est sur une société incapable de confronter ses propres illusions. 9. La nuit des mangeurs de chair vivants, 1968. Un groupe d'étrangers se barricade dans une ferme tandis que des gaules cannibales se rapprochent. Vous connaissez ce film, mais pas sous ce titre. Le titre original de George Romero pour La Nuit des Morts Vivants a été changé après des problèmes de distribution. Tourné pour 114 000 $ dans la campagne de Pennsylvanie avec un casting d'acteurs inconnus, ce film indépendant a redéfini le cinéma d'horreur à jamais. Romero n'a pas seulement créé le zombie moderne, il a transformé l'horreur des châteaux gothiques à la mer.
L'approche de style documentaire du film était révolutionnaire. Romero a utilisé les techniques de son expérience en réalisation de films publicitaires, créant une qualité de film d'actualité qui rendait l'horreur terriblement réelle. La scène emblématique où une jeune fille tue sa mère avec une truelle a violé tous les tabous concernant les enfants dans les films d'horreur. Le choix de Dwayne Jones, un acteur noir comme protagoniste, n'était pas destiné à être une déclaration politique. Il était simplement le meilleur acteur disponible. Pourtant, le destin de son personnage à la fin du film, abattu par erreur par une milice blanche, a pris une signification raciale profonde lorsque le film est sorti quelques mois après l'assassinat de Martin Luther King Jr. L'élément le plus choquant du film, en raison d'une erreur de copyright, il est immédiatement entré dans le domaine public. Romero et ses investisseurs n'ont presque rien gagné d'un des films indépendants les plus rentables jamais réalisés. On estime qu'il a rapporté plus de 30 millions de dollars grâce à diverses sorties dont Romero n'a jamais vu un centime. La Nuit des Morts Vivants a transformé l'horreur d'un divertissement en un commentaire social. Ces ghouls n'étaient pas seulement des monstres, elles reflétaient le consumérisme, le racisme et la violence américains. Ce n'est pas juste un film oublié sur les zombies. C'est un texte révolutionnaire qui a montré que l'horreur pouvait être à la fois terrifiante et profonde. Dix, Targets, 1968. La dernière apparition publique d'une icône de l'horreur vieillissante est sur le point de croiser la route d'un tireur de masse aléatoire. Les débuts de réalisateur de Peter Bogdanovich n'étaient pas seulement choquants, ils étaient prophétiques. Boris Karloff, jouant une version de lui-même, est une star de l'horreur à l'ancienne qui se sent obsolète à une époque de violence réelle. Pendant ce temps, un jeune homme bien sous tout rapport achète des fusils, embrasse sa femme avant de partir et commence à tuer des inconnus depuis le sommet d'un réservoir de pétrole. Le film mène à leur confrontation inévitable dans un cinéma en plein air projetant les films de Karloff. Bogdanovich a réalisé le film sous des contraintes extraordinaires. Roger Corman a donné au jeune réalisateur 130 000 $ avec 3 conditions. Utiliser des séquences du film précédent de Karloff, terminer le tournage en 2 jours avec Karloff, tout ce que l'acteur de 81 ans pouvait gérer en raison d'une arthrite sévère et de problèmes respiratoires, et inclure suffisamment de violence pour le qualifier de film d'horreur. Malgré ses problèmes de santé, Karloff a travaillé des jours supplémentaires gratuitement parce qu'il croyait au projet. La scène où il confronte le tireur a été filmée en une seule prise, avec Karloff en véritable douleur physique tout au long, ajoutant au poids émotionnel de la scène. Le film a été terminé quelques mois avant que Robert Kennedy et Martin Luther King Jr. ne soient assassinés. Paramount, horrifié par le timing, l'a initialement mis de côté. Lorsqu'il a finalement été sorti, les critiques ont loué ses mérites artistiques tout en exprimant leur malaise face à son sujet. Target contraste l'horreur théâtrale avec la violence du monde réel d'une manière qui semble étrangement pertinente aujourd'hui. Bogdanovich ne se contente pas de raconter l'histoire d'un tireur de masse, il examine la transition de l'Amérique des fantasmes gothiques au cauchemar banal. Le film demande ce qui est plus effrayant, les monstres à l'écran ou le garçon d'à côté avec un fusil. 11. The Bedford Incident, 1965. Un destroyer américain chassant un sous-marin soviétique dans l'Arctique. Un capitaine obsédé par sa proie. Un équipage poussé à bout. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? 2. James B. Harris réalise ce thriller tendu de la guerre froide qui ose imaginer une confrontation nucléaire sans sauvetage de dernière minute. Richard Widmark joue le capitaine Finlander, un homme déterminé à forcer un sous-marin soviétique à faire surface, quelles qu'en soient les conséquences. Sidney Poitier est le journaliste qui observe l'obsession du capitaine mener le navire vers le désastre. L'atmosphère claustrophobique du film est obtenue grâce à une précision technique remarquable. Tourné sur un véritable destroyer avec la coopération de la marine, les espaces exigus et le jargon technique créent une authenticité écrasante. La tension monte à travers de petits détails, des visages en sueur, des doigts qui tapotent, des membres d'équipage qui chuchotent, plutôt que par une action dramatique. Ce qui distinguait The Bedford Incident des autres thrillers de la guerre froide, c'était son courage à suivre son postulat jusqu'à sa conclusion logique. La scène finale dévastatrice, que je ne dévoilerai pas, a violé les attentes du public pour les films militaires américains. Les responsables de la marine qui avaient soutenu la production étaient apparemment furieux du produit fini. Sorti la même année que The Spy Who Came In From the Cold, il a été éclipsé par le pouvoir des stars et le pédigré littéraire de ce film. Les critiques ont loué son savoir-faire, mais ont trouvé son message trop sombre pour le grand public en quête de réassurance pendant la guerre froide. L'examen sans concession de la psychologie militaire, des dangers de l'obsession et de la facilité avec laquelle une erreur de calcul pouvait mener à la catastrophe est glaçant.
n'importe quelle époque de tension internationale. Ce n'est pas seulement un thriller sur la chasse aux sous-marins, c'est sur la facilité avec laquelle une erreur humaine peut déclencher une apocalypse. 12. Fail Safe, 1964. Des bombardiers américains reçoivent des ordres erronés pour bombarder Moscou. L'équipement destiné à les rappeler échoue. Le président doit faire un choix impensable pour éviter une guerre nucléaire totale. Sidney Lumet crée une tension insupportable sans une seule scène d'action. Le drame se déroule dans 3 lieux claustrophobes, le bunker du président, le centre de commandement stratégique de l'air et le cockpit du bombardier principal. Le président, joué par Henry Fonda, doit négocier avec le premier ministre soviétique tandis que les pilotes américains suivent des ordres qui déclencheront l'Armageddon. La précision technique du film a terrifié les responsables gouvernementaux. Plusieurs consultants de l'armée de l'air se sont retirés du projet lorsqu'ils ont réalisé à quel point il décrivait avec précision les vulnérabilités du commandement nucléaire. Le Pentagone a refusé toute coopération, obligeant la production à créer des décors militaires convaincants à partir de zéro. La sortie du film a été catastrophiquement mal synchronisée. Columbia Pictures l'a retardé pour éviter de concurrencer Dr. Strangelove, qui traitait de sujets similaires par la satire. Au moment où Fail Safe est sorti en salle, le public avait déjà traité l'anxiété nucléaire à travers la comédie noire de Kubrick, rendant l'approche très sérieuse de Lumet redondante. Eugene Burdick et Harvey Wheeler, auteurs du roman Source, ont été poursuivis par Peter George, auteur de Red Alert, pour plagiat. L'affaire a été réglée à l'amiable, mais a ajouté à l'histoire de production difficile du film. Fail Safe est la représentation la plus réaliste au cinéma de la manière dont une guerre nucléaire pourrait commencer, non par une intention malveillante, mais par une défaillance mécanique et une erreur humaine. Son examen clinique de la manière dont des personnes rationnelles mettent en œuvre des systèmes irrationnels reste profondément troublant. Ce n'est pas seulement un thriller sur la prévention de la guerre, c'est sur les mathématiques morales de choisir quels millions mourront. 13. La poursuite, 1966. Une petite ville du Texas éclate de violence lorsqu'un détenu évadé rentre chez lui. Réalisé par Arthur Penn, ce drame rempli de stars sur la corruption, le racisme et la mentalité de foule était trop véridique pour le public des années 1960. Marlon Brando joue le shérif Calder, un homme honnête essayant de maintenir l'ordre alors que la ville sombre dans le chaos. Robert Redford est le prisonnier évadé dont le retour menace de révéler les secrets de la ville. Jane Fonda, E.G. Marshall et Robert Duvall complètent une distribution extraordinaire dépeignant une communauté pourrie de l'intérieur. Le producteur Sam Spiegel s'est notoirement immiscé dans la direction de Penn, créant des tensions en coulisses qui reflétaient le contenu du film. Penn a ensuite affirmé que Spiegel avait remonté le film contre sa volonté, adoucissant notamment la scène brutale où le personnage de Brando est battu par les habitants, bien que la scène reste choquante même dans sa forme compromise. La représentation du racisme, de la corruption et de la violence dans le Sud par le film était considérée comme si incendiaire que des cinémas dans plusieurs États du Sud ont refusé de le projeter. Le scénario de Lillian Hellman, adapté de la pièce de Horton Foote, présentait l'Amérique des petites villes non pas comme un refuge contre les problèmes urbains, mais comme leur source. Sorti pendant l'escalade des manifestations contre la guerre du Vietnam et les conflits des droits civiques, The Chase était trop proche de la réalité. Les critiques l'ont trouvé mélodramatique. Le public l'a trouvé troublant. Il a perdu des millions au box-office malgré la présence de stars. The Chase examine à quelle vitesse la civilisation s'effondre lorsque la peur s'installe. Sa représentation de la manière dont la richesse protège les puissants des conséquences, tandis que les vulnérables subissent le poids de l'effondrement social, semble de plus en plus pertinente. Ce n'est pas seulement un film oublié sur une chasse à l'homme, c'est une prophétie sur la division américaine que nous vivons encore. 14. The Pawnbroker, 1964. Un survivant de l'Holocauste tient un prêteur sur gage à Harlem, émotionnellement mort à l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit confronté à la souffrance autour de lui. L'examen sans concession de Sidney Lumet sur le traumatisme a choqué le public et a changé le cinéma américain à jamais. Rod Steiger livre une performance dévastatrice en tant que Sol Nazerman, un homme qui a survécu au camp mais a perdu son âme dans le processus. Ses barrières émotionnelles commencent à se fissurer lorsqu'il reconnaît des parallèles entre l'Allemagne nazie et l'oppression systémique dans son quartier de Harlem. Steiger se serait isolé pendant des semaines avant le tournage, perdant du poids et étudiant des images de l'Holocauste pour capturer la physicalité creuse de Nazerman. Le film a brisé le code de production d'Hollywood avec la première nudité soutenue dans un film grand public américain. Un flashback montrant la femme de Nazerman dans un bordel de camp de concentration. Les censeurs ont exigé des coupes, Lumet a refusé. Après des opores,
a été révisé, amorçant son effondrement éventuel. Plusieurs grandes chaînes de cinéma ont encore interdit le film malgré la décision. Le directeur de la photographie Boris Kaufman, qui a tourné sur les quais, a créé un langage visuel du traumatisme en utilisant des gros plans extrêmes sur les yeux et les mains, des flashbacks saisissants déclenchés par des sons quotidiens, et des compositions qui isolent Nazerman dans des cadres bondés. La bande sonore jazz de Quincy Jones subvertit délibérément les attentes, évitant les indices sentimentaux lors des moments émotionnels. Le film était extrêmement clivant. Certaines organisations juives craignaient qu'il ne suscite de l'antisémitisme. D'autres ont salué sa représentation sans concession du traumatisme de l'Holocauste. Les leaders de la communauté noire ont à la fois critiqué et défendu sa représentation de Harlem. Il a perdu de l'argent malgré les éloges de la critique, Paramount l'ayant à peine promu en raison de la controverse. The Pawnbroker a été le premier film américain à traiter directement du traumatisme des survivants de l'Holocauste. Ces innovations dans la représentation des flashbacks et de la fragmentation psychologique ont influencé des générations de cinéastes. Ce n'est pas seulement un film oublié sur un prêteur sur gage clé. C'est un jalon qui a forcé le public américain à affronter à la fois les horreurs de l'Holocauste et le racisme systémique, alors que la plupart préféraient un déni confortable. 15. The Incident, 1967. Deux voyous terrorisent les passagers d'une rame de métro de New York tard dans la nuit. Personne ne se défend. Personne n'aide les autres. Pendant 90 minutes, nous regardons des gens ordinaires échouer au test moral le plus basique. Larry Pearce réalise cet examen brutal de l'apathie urbaine avec une intensité quasi documentaire. Le film se déroule en temps réel, piégeant les spectateurs avec les victimes. Martin Sheen, dans son premier rôle au cinéma, et Tony Musant jouent les bourreaux avec une authenticité terrifiante, brisant méthodiquement la dignité de chaque passager. Le film a été tourné dans une véritable voiture de métro achetée par la production après que l'autorité de transport ait refusé de coopérer, jugeant le scénario trop négatif. Le directeur de la photographie, Gerald Hirschfeld, a créé des dispositifs d'éclairage innovants pour filmer dans l'espace confiné, obtenant des ombres de style noir dans des conditions documentaires. La MPAA lui a initialement attribué une classification X pour sa représentation de la violence réaliste et des menaces. Plusieurs grandes chaînes de cinéma ont refusé de le projeter, jugeant sa représentation de New York trop négative pour attirer le public. Beaucoup de critiques l'ont rejeté comme de l'exploitation, manquant ses profondes questions morales. L'examen sans concession du film sur l'effet du témoin, la facilité avec laquelle les gens rationalisent l'inaction en période de crise, semble de plus en plus pertinent chaque année. Chaque passager représente un type social différent. Le militaire, le couple homosexuel, les époux querelleurs, l'alcoolique, tous échouent à s'unir contre une menace commune. The Incident pose des questions inconfortables sur la responsabilité collective et le courage moral. Il suggère que la civilisation est un mince vernis facilement enlevé par la peur. Ce n'est pas seulement un thriller sur le terrorisme dans le métro, il s'agit de la façon dont l'atomisation sociale nous rend vulnérables à ceux qui sont prêts à violer les contrats sociaux. 15 films oubliés qui ont changé le cinéma à jamais. Chacun enterré pour être trop honnête, trop provoquant ou trop en avance sur son temps. Lequel de ces classiques perdus vous a le plus choqué? Auriez-vous quitté Shock Corridor comme ces spectateurs des années 1960 ou seriez-vous resté jusqu'à la fin amer? Partagez vos réflexions ci-dessous. Rappelez-vous, les films qui nous changent vraiment ne sont rarement ceux qui nous mettent à l'aise. Ce sont ceux qui nous obligent à remettre en question tout ce que nous pensions savoir. Quels films modernes pensez-vous sont délibérément oubliés aujourd'hui parce qu'ils touchent trop près de la réalité?